Si vous avez déjà touché à un jeu compétitif, vous avez sûrement déjà râlé devant un perso débile, un objet complètement pété ou une arme qui retourne un match à elle toute seule. À ce moment-là, vous aurez sûrement tendance à lever les yeux au ciel et à maudire les développeurs, que ça soit Riot, Capcom, Nintendo, Epic Games ou EA. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça arrive si souvent? Est-ce qu'un jeu parfaitement équilibré c'est possible? Et est-ce qu'un jeu déséquilibré c'est vraiment si grave que ça? Alors déjà oui, un jeu parfaitement équilibré c'est possible, on appelle ça des jeux symétriques, et en gros ce sont des jeux qui offrent les mêmes options tactiques à tous les participants. Par exemple, Tetris en Versus, c'est un jeu symétrique, chaque joueur reçoit les mêmes tétrominos et doit en tirer le maximum. Donc dans leur game design, les jeux symétriques ce sont des jeux équilibrés par nature. Sauf que les jeux symétriques, ça court pas les rues sur la scène compétitive, pratiquement tous les jeux multijoueurs du moment sont asymétriques. Par exemple, League of Legends oppose deux équipes de 5 joueurs qui ont chacun des champions différents aux options variées. La plupart des FPS tactiques ont des modes à objectif qui imposent à une équipe d'attaquer et à l'autre de défendre. Et oui, généralement les rôles s'inversent, mais le cœur de l'expérience est asymétrique, étant donné que les objectifs ne sont pas neutres et varient en fonction du côté. Rocket League pourrait être symétrique s'il imposait un seul modèle de voiture, mais une Batmobile ou une camionnette, ça renvoie pas la balle de la même façon. Ah oui, on chipote ici, on chipote. Les Battle Royale de leur côté reposent sur une forme de chance, car le loot et la restriction de la zone avantagent forcément les joueurs pour qui cette sélection aléatoire est favorable. Et que dire des jeux de combat qui offrent autant de styles de jeu que de persos différents, qui auront des outils plus ou moins efficaces en fonction des adversaires. Bref, pratiquement tous les jeux auxquels on adore jouer et qu'on adore regarder sont asymétriques, ce qui induit d'emblée une forme de déséquilibre. Donc, à ceux qui pensent que LoL ou Dota doivent aspirer à un équilibre parfait et que chaque personnage devrait être aussi viable qu'un autre, je dirais non. C'est impossible, vraiment, c'est impossible. C'est impossible et c'est pas grave. Et c'est impossible parce qu'avec le nombre de variables gigantesques, plus de 150 persos, les objets variés, de nouvelles mécaniques à chaque saison, le nombre de combinaisons avec lesquelles expérimenter est pratiquement infini. Donc évidemment qu'une fois tous les 3 mois il va y avoir un item sur un perso qui va être complètement broken. Et c'est pas parce que les devs sont nuls ou qu'ils en ont rien à foutre. C'est parce que c'est normal que parmi ce milliard de possibilités, une s'échappe de temps en temps et pose problème. C'est pour ça qu'il y a régulièrement des patchs où des variables sont modifiées pour améliorer ou affaiblir une option. Les développeurs ont 1 milliard de statistiques de retours de joueurs, de clips sur Twitter, donc c'est pas Jean-Mi le Silver qui insulte le CM qui va changer le jeu. Seulement, je pense qu'il faut faire la part des choses entre les déséquilibres ressentis et les déséquilibres réels. Par exemple, c'est pas rare du tout que certains outils aient l'air surpuissants ou donnent l'impression que le jeu est cassé, alors qu'en fait les statistiques, elles disent le contraire. On peut rager pour s'être fait exploser par une arme spécifique, mais si elle coûte 10 milliards et que tu dois jouer au pistolet pendant 4 rounds une fois que t'es mort pour la racheter, je pense qu'on peut dire que c'est ok. Se faire pulvériser par Veigar ou par le dragon des innovateurs dans TFT, c'est impressionnant, mais c'est pas si facile que ça à en mettre en place et c'est relativement rare. Je pourrais remplir 15 vidéos de méta considérées comme cassées, tellement c'est monnaie courante, mais leur rareté et leur taux de victoire prouvent que finalement, la plupart du temps c'est une pratique qui est loin d'être malsaine pour un jeu compétitif. Tout ça pour dire qu'un jeu déséquilibré, c'est complètement normal. Évidemment, certains cas sont extrêmes, là comme ça je peux penser à Leroy dans Tekken ou Bayonetta dans Smash 4 qui ont détruit des jeux pendant plusieurs mois. Mais dans le cas des méta pétés ou des persos ouvertement broken, pourquoi les devs réagissent si lentement? À ça, il y a plusieurs raisons selon moi, et l'une d'entre elles, c'est que les joueurs crient au loup bien trop souvent. Parce qu'à chaque mise à jour de n'importe quel jeu compétitif, il y a toujours une minorité extrêmement virulente pour critiquer l'équilibrage. Et c'est là que c'est compliqué de faire la part des choses. Imaginons que vous soyez un dev de Fortnite. Vous créez une nouvelle arme trop cool, genre un shotgun ou un sniper, un truc qui a des chances d'être beaucoup joué. Le jeu est mis à jour, l'arme est intégrée, la plupart des joueurs vont vouloir l'utiliser, c'est normal, et tuer des gens avec. Et la première réaction de ces gens qui sont morts, c'est de se dire qu'elle est pétée, cette arme. Les statistiques, elles vont montrer que cette arme a tué plus de joueurs que n'importe quelle autre pendant cette période, et est-ce que ça veut dire que c'est broken? Non, ça veut juste dire que tout le monde a joué cette arme. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'attendre, de voir comment les joueurs s'adaptent à ce nouvel élément. Et désolé de le dire, mais 3 top players, 2 streamers et leurs fanboys qui chialent pendant une semaine, c'est pas une raison suffisante pour nerf ou retirer un nouvel outil du jeu. Et je suis persuadé que dans 90% des cas, l'objet s'intègre bien, les joueurs s'y habituent et le contenu du jeu s'étoffe de manière saine. Mais vu que les réactions sont généralement exacerbées, quand les problèmes sont réels, c'est parfois plus compliqué de faire la part des choses du côté des devs, c'est normal. Donc selon moi, c'est extrêmement important d'essayer d'être mesuré dans ces réactions et de tenter de donner des retours constructifs aux développeurs. Parce qu'avec plein d'échantillons valables, ils peuvent commencer à identifier un problème. Par contre, il faut pas oublier non plus que généralement, l'équilibrage d'un jeu compétitif est le même à tous les niveaux de jeu. Il faut souvent faire des choix et essayer de contenter tout le monde. Oui, Camille à haut niveau c'est broken dans Street Fighter V, mais quand on n'a pas de fondamentaux et qu'on piffe des Spiral Arrow H24, c'est du caca. Oui, Maître Yi ça détruit les nouveaux joueurs de League of Legends depuis 10 ans, mais si tu lui mets un stun, il est mort. C'est pour ça que personnellement, j'ai toujours trouvé les tier lists de personnages ou de champions, les trucs comme ça, un peu ridicules parce que, selon moi, il faut l'adapter à chaque niveau de jeu.
Réussir à donner une expérience agréable à un spectre extrêmement large de joueurs ayant tous des degrés de compétences différents, c'est compliqué. Et équilibrer parfaitement un jeu asymétrique, par définition, c'est impossible. Et encore plus quand ces jeux comptent un nombre gargantuesque de variables. Mais du coup, si c'est pratiquement impossible et que plein de gens râlent à la première occasion, pourquoi est-ce que les développeurs continuent à élaborer des jeux qui sont déséquilibrés par nature ? Déjà, dans certains cas, ça permet de conserver l'intérêt des joueurs. Une méta qui change tout le temps, ça permet de créer de nouvelles situations de jeu ou mettre en valeur des stratégies qui avaient disparu pendant des années. Mais la vraie raison pour laquelle la plupart des jeux sont asymétriques et par nature déséquilibrés, c'est parce que c'est marrant. Quand on multiplie le nombre d'options tactiques, on multiplie aussi le nombre d'interactions uniques, le nombre de moments hype ou le nombre de bordel what the fuck qui peuvent se dérouler dans un match. Le fun doit toujours l'emporter sur l'équilibre, et l'équilibre, il garantit absolument pas le fun. L'équilibre, il garantit une expérience juste, c'est tout. Street Fighter 1, parmi tous ses défauts et le bordel qu'est le jeu, il a que 2 persos jouables en versus qui ont le même moveset, donc les mêmes options. Est-ce que ça en fait un jeu équilibré ? Oui. Est-ce que ça en fait un jeu fun ? Non. Street Fighter 2, c'est un bordel sans nom, il y a des match-ups ingagnables, des interactions stupides, mais c'est un jeu qui est vénéré par toute une génération de joueurs. Street 3, lui, il est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de baston de tous les temps, mais il y a 3 persos qui roulent sur tout le roster. Chialer sur l'équilibrage ou crier partout qu'un perso est broken, pour moi c'est un truc de rageux. T'as perdu, oui le gars a peut-être un meilleur perso que toi, mais si t'étais si fort que ça, tu l'aurais battu malgré son perso débile. Et je dis ça de manière un peu hypocrite parce que je rage aussi, mais aller emmerder des CM ou dire d'un jeu qu'il est pourri parce qu'on n'a pas envie de s'adapter à la stratégie d'en face, c'est quand même un peu ridicule. Bref, signaler des stratégies horribles qui gâchent le jeu, c'est une chose, mais critiquer l'équilibrage de manière systématique, c'est plus problématique pour moi, parce que ça n'aide absolument personne. Surtout que c'est une tâche incroyablement difficile. Chaque modification peut avoir un impact monumental, et c'est beaucoup plus compliqué que de simplement rendre moins fort le truc fort. Notamment parce qu'un nerf, donc atténuer la puissance d'une option, c'est pas cool. Un nerf, c'est pas marrant, c'est rendre une stratégie ou un perso moins capable. C'est pour ça que ça doit rester une option de dernier recours selon moi, et que généralement les nerfs sont assez timides. D'une part parce que c'est important que l'option en question reste viable, et d'autre part parce qu'il y a plein d'autres manières de faire. Plutôt qu'atténuer la puissance d'une arme ou d'une option, on peut renforcer celui ou celle qui la contre. C'est une manière bien plus naturelle et beaucoup plus positive d'aborder l'équilibrage et de prendre en compte le problème. C'est d'ailleurs généralement une forme de balance naturelle, créer des options offensives et défensives qui se répondent et qui fonctionnent comme un Shifumi. La pierre est forte contre les ciseaux, qui est forte contre la feuille, qui est forte contre la pierre. C'est une logique de game design qu'on voit partout, notamment dans les jeux compétitifs, et ça permet aux joueurs d'élaborer des contre-stratégies. C'est aussi le cœur de beaucoup de jeux, la prise bat la garde, le coup bat la prise, la garde bat le coup, les cariadés sont surpuissants mais meurent en une fraction de seconde aux mains d'un assassin, les coups bas permettent de faire descendre régulièrement la barre de vie de l'adversaire, mais sont sévèrement punis quand ils sont bloqués. Ce sont ces innombrables logiques de jeu et stratégie qui rendent les expériences compétitives passionnantes et intéressantes. Et toutes ces logiques, elles induisent des déséquilibres dès les premiers prototypes. Bref, j'espère que vous aurez appris un truc ou deux. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu ou encore me soutenir sur Utip. Ça vous donnera accès aux vidéos quelques heures à l'avance et vous aurez votre nom au générique de tous les épisodes du mois. Je suis en live du lundi au vendredi à midi et le lundi, jeudi et samedi soir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.